Bonjour Alexis. Bonjour Eva. J'ai toujours pensé que la passion pouvait faire de grandes choses. Et puis genre au bout de 5 minutes, elle vient me voir, elle me dit en fait j'ai oublié, je loge un étudiant sous les combles. Et là je vois l'état des combles, je me dis... Et je dis, c'est fini pour l'étudiant. Et on a réussi à le sortir des fumées, le sauver ce jeune. Wow. Et en fait j'ai le souvenir le soir, je suis rentré de la caserne à chez moi à pied. Il y avait 4-5 km, il pleuvait. Mais j'avais besoin de le faire à pied. Et pendant 4-5 km me dire mais ton métier c'est quand même le plus beau. Qu'est-ce qui fait, tu penses, que finalement ces personnes t'apprécient au point de dire qu'à un moment donné, elles sont capables en fait d'obéir, même si toi tu sors de tes gonds, de se plier quoi, et même de te demander pardon. Un management qui se transforme plus sur un peu de bienveillance quoi, qu'on avait peut-être pas trop avant. Ouais. Cela dit, de la bienveillance avec des règles. Quand je suis arrivé à Grenoble, c'était la caserne qui faisait peur à tout le monde. C'était des casques à points. J'ai fait alerte générale, je les ai tous réveillés. Wow. Ils sont descendus de l'arrière de moi. Moi, je t'avoue que ça, je tremblais dans... J'ai dit, je vais me faire. Oui, ils vont me pourrir. Et finalement, moi, j'ai adoré. J'en ai encore des contacts avec les mecs. Quand je suis parti, ils étaient tristes. Arriver et gérer une équipe avec ton caractère de base, il va falloir que tu apprennes beaucoup. Il n'y a pas grand monde qui est sûr de lui ou d'elle à 100%. Bah non. Après, par contre, il ne faut pas trop montrer ses failles, tu vois. Et ça, c'est dur. On parle d'un cadre et c'est vrai qu'aujourd'hui c'est là où en fait les frontières, tout devient flou, on ne sait plus trop comment mettre finalement. Ouais, ils sont demandeurs d'un cadre. Ils vont le critiquer, c'est assez marrant, ils sont un peu schizophrènes. C'est de la schizophrénie quelque part. Ils veulent pas de cadre mais ils te le réclament inconsciemment. Donc, et puis si tu le fais pas, bah, ton rôle de chef va être remis en question. C'est plus créatif. Merci beaucoup Alexis en tout cas. Merci à toi de ton écoute. Très riche. J'espère que j'ai répondu aux questions. J'espère aussi, sinon tu reviendras. Merci d'avoir accepté mon invitation de pouvoir échanger sur ton métier et sur le management aujourd'hui. Parce que on se rend compte que c'est compliqué aujourd'hui de manager. On demande beaucoup à l'employeur, beaucoup donner pour attirer les candidats, les fidéliser. Et ça reste quand même pas une science sûre. Pour autant, on se rend compte que l'ancienneté dans l'entreprise commence à diminuer. Toi, tu es capitaine de caserne. Oui. Tu gères 10 sites dans la Loire, environ 300 sapeurs-pompiers. Tout à fait. Et qui sont pour la majorité volontaires, donc bénévoles. C'est ça. Et ça pique ma curiosité parce que je me dis, mais en fait, comment aujourd'hui on peut attirer des candidats et les fidéliser, les motiver, etc. Tous ces termes qu'on entend dans l'entreprise privée finalement, dans un milieu où en fait, il n'y a pas de retour au niveau pécunier, flexibilité dans le temps de travail, etc. qui est très très exigeant. Je me dis, bon, comment on s'en sort? En plus, c'est vrai que toi, tu me disais qu'aujourd'hui, un sapeur-pompier qui s'engage, c'est pour un minimum de 2 ans. C'est pour une moyenne de 7 ans, et encore déjà ça a diminué. C'est ça. Après l'idéal, c'est des quinquennales qu'on fait au début, des contrats de 5 ans entre guillemets. Donc, oui, d'accord. On en a qui arrêtent avant, on en a qui arrêtent après, mais on a quand même des engagements qui sont longs. On a des engagements de 40 ans. Ah oui, donc c'est énorme. Donc c'est vrai que ça, pour moi, je me dis, mais dans une entreprise privée, mais on jalouserait ça quoi aujourd'hui, parce que c'est vrai qu'il y a des enseignes où rien qu'une personne qui dit oui, je vais rester 1 an, c'est sûr, mais on signe tout de suite quoi. Donc je me dis, mais comment ça se passe toi dans ton métier en fait, parce que c'est pas possible en entreprise, on est passé à côté de quelque chose quoi. Donc voilà, c'est tout ce dont on va essayer d'éclaircir. Peut-être que tu as des clés à nous donner qui seront intéressantes. Et je voulais d'abord commencer par ce que tu puisses te présenter en fait. Quel est ton parcours? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné tu t'es dit voilà, je vais être sapeur-pompier et puis plus tard même je vais être capitaine? J'ai commencé du coup, on va dire, ma vie dans une caserne de pompiers, étant, on va dire, petit-fils de pompier professionnel et fils de pompier professionnel. Je suis quand même né à l'hôpital, mais j'ai vécu, on va dire, les 6 premières années vraiment dans une caserne à Saint-Étienne-la-Terrasse, où mon père était logé, donc on va dire ambiancé à la sauce camion rouge, départ à la sirène. Ce qui fait rêver en général, qui fait rêver tout petit jeune, quoi. Mais effectivement, à l'époque, la passion était plus du côté de mon petit frère, qui lui, c'était vraiment, il fallait tout le temps aller à la caserne. Et moi, bon, j'aimais bien, mais sans plus, quoi. Je trouvais, c'était un peu vague à mon niveau. Donc j'ai fait, on va dire, un parcours scolaire classique au début, jusqu'à mes 18 ans, où là, je me suis quand même engagé en tant que sapeur-pompier volontaire, donc dans le centre où je suis plus ou moins né, à la Terrasse, pendant 6-7 ans, donc ce qui m'a permis de pouvoir commencer, on va dire, en bas de l'échelle, voir un peu ce qu'était le quotidien d'un sapeur-pompier, quelles étaient les missions auxquelles il pouvait être confronté, les difficultés, les bons moments, les mauvais moments, voilà. Bon, tout ça m'a donné un panel qui a fait que dans ma petite tête, il y a une petite lumière qui s'allumait quand même à me dire c'est un métier qui pourrait m'intéresser. D'accord. Donc voilà.
Et pourquoi à 18 ans, en fait, qu'est-ce qui a fait le déclic? Alors, j'y réfléchissais depuis 15-16 ans. On peut rentrer à 16 ans, mais rentrer à 16 ans, on est mineur, c'est compliqué quand même. Il faut, niveau législatif, on ne peut pas travailler la nuit. Oui. Il y a quelques contraintes. Puis peut-être voir quelque chose. Enfin, des fois, les interventions ne sont pas forcément très belles à voir. Hein. On va plein chat. Et à 16 ans, je trouve ça un peu jeune, moi, pour être confronté à des drames. D'accord. Déjà, à 18 ans, c'est pas mieux, hein, mais... disons qu'on va dire on est majeur et on a peut-être 2 ans de plus d'expérience quand même. Ouais. Donc voilà pourquoi à 18 ans. En parallèle de ça, j'ai fait un cursus scolaire au niveau scientifique jusqu'à une licence en physique, chimie. Et la licence en physique-chimie m'a permis de travailler dans le nucléaire en fait, dans une entreprise qui était une filiale d'Areva. Pendant 6 à 7 ans, pareil, j'ai monté l'échelle petit à petit de simple intervention à devenir responsable d'intervention sur site nucléaire, donc avec quelques enjeux et quelques responsabilités importantes. Ouais. Donc là, ça m'a développé la deuxième lumière, à vouloir peut-être être dans un mood d'encadrement et me dire que j'aimais bien prendre mes responsabilités, même si j'étais jeune. Donc là, les deux lumières, sont allumées en même temps et je me suis dit, je vais me lancer au concours d'officier de sapeur-pompier, donc au grade de lieutenant dans un premier temps. Donc, qui est le premier grade chez les officiers. Concours que j'ai réussi du premier coup, donc j'étais assez content. Et puis voilà dans le grand bain de la profession. Donc là, réussite du concours, après ça s'enchaîne assez vite. Faut trouver un département qui nous recrute. D'accord. Pour moi, ça a été l'Isère. J'étais recruté sur Grenoble. Donc là, ils m'ont envoyé à l'école d'officier pendant quasi 12 mois, 1 an, à Aix-en-Provence. D'accord. Donc 1 an de formation toutes les semaines. Je rentrais les week-ends, mais on repartait le dimanche soir. Donc pareil, assez contraignant, mais très intéressant et qui permet vraiment de toucher du doigt tous les sujets auxquels on va être confronté en tant que futur chef, quoi. Ouais, bien sûr. Voilà, je finis ma formation, je reviens à Grenoble, je prends mes marques, 1 année ou 2, très belles années. Et puis au bout de 2 ans, je me dis, je me sens de passer l'échelon supérieur, donc je vais passer le concours de capitaine, que je réussis aussi du premier coup. T'es allé vite, hein. Il y a des gènes quand même. Très vite, et c'est une chance. Hein. Après, il y a eu un peu de travail aussi, mais un concours reste toujours. Il y a toujours une part de hasard et d'opportunité que j'ai eu les bons dieux avec moi, on va dire. Mais, voilà, ça s'est bien goupillé, donc capitaine, et là, encore mieux, meilleur profil, mais du coup je repostule à Saint-Étienne pour me rapprocher de chez moi et pareil ils me prennent premier recrutement. Donc alléluia. Hein. Ouais, tu as saisi les opportunités, vraiment. Retour à Saint-Étienne et puis voilà, début de la carrière de capitaine à Saint-Étienne. Donc j'ai été au CTA Codis, donc c'est la salle opérationnelle où tous les 18-112 du département tombent. D'accord. Voilà, en tant que chef de salle. Et puis 2 ans et demi sur ce poste-là, et puis le poste de chef de compagnie sur les Gorges de la Loire, donc à Balbini, s'est libéré, j'ai postulé, et puis j'ai eu l'opportunité de pouvoir faire mes classes ici. Voilà, me voilà ici maintenant bientôt depuis quasi 3 ans. Ça va vite. Félicitations, n'empêche, c'est un beau parcours parce qu'en plus, je suis content. Tu as quand même réussi à allier tes études et cette vie de sapeur-pompier. Tout à fait. Et aujourd'hui, c'est vrai que comme je le disais, on recherche beaucoup l'équilibre vie pro, vie perso. Oui. Donc finalement, peut-être qu'on va moins s'engager vers ce genre d'activité extrascolaire finalement. Oui. Et toi, comment tu as géré? Qu'est-ce qui fait que, on sait pourquoi tu t'es engagé, mais qu'est-ce qui fait que tu as tenu finalement sur la durée? Alors j'ai toujours pensé c'est pas propre au travail, après c'est ma vision des choses, j'ai toujours pensé que la passion pouvait faire de grandes choses, mais dans un sens positif comme négatif. Il y a les bonnes passions, les mauvaises, et la passion peut aussi entraîner sur des choses qui peuvent faire souffrir. Mais moi la passion, j'ai toujours mis au cœur de tous mes défis, que ce soit sportif, professionnel, personnel, et je pense que c'est ça en fait. Et tant que j'aurai la passion, même si des fois il y a des choses qui me plaisent pas, qui nous remettent en question, mais pour moi, c'est aussi le chemin de la vie. Hein. Rien n'est linéaire. Et celui qui pense que tout est linéaire, pour moi, il fonce dans le mur. Donc moi, c'est cette passion qui, du coup, je l'associe avec une perpétuelle remise en question tous les jours sur est-ce que je fais bien, est-ce que je fais pas bien, qu'est-ce que je peux faire de mieux, qu'est-ce que je peux faire de moins bien, comment mes gars peuvent être mieux, comment des fois aussi les sortir un peu de leur zone de confort, parce que manager, c'est pas mettre tout le monde dans la zone de confort tout le temps. On est bien d'accord. Surtout dans mon milieu. Donc voilà, et ça en fait, ça me donne cette étincelle, cette flamme même, je dirais. Qui te motive. Je suis là, on va dire, je suis rentré en 2017, donc ça va faire 8 ans. Je suis jeune officier encore. Peut-être dans 20 ans, j'aurai pas le même discours, mais
Mais par contre, ça, je saurais aussi lever la main et dire, bah, du coup, c'est peut-être plus pour moi. Je peux pas te garantir à 100% que je finirai officier de sapeur-pompier. C'est la beauté de la vie, on peut changer de métier maintenant. Bien sûr. Voilà, mais je pense que le jour où j'ai plus cette flamme-là, ouais, effectivement, je me remettrai en question. Mais c'est ça qui me fait tenir et qui me motive tous les jours à me lever, quoi. Et qu'est-ce qui peut être la limite en tant que sapeur-pompier? Parce que, enfin, bon, il y a quand même des contraintes, il faut se montrer très disponible. Alors peut-être que pendant les études, c'est encore différent. Mais voilà, qu'est-ce qui fait que quand même, tu arrives à tout mener de front? Parce que, enfin, je veux dire, les loisirs, ils sont où dans tout ça? Et qu'est-ce qui anime finalement un sapeur-pompier? Parce que oui, le métier paraît beau. Enfin, je veux dire, les petits garçons, ils voient ça, c'est le héros, le sapeur-pompier, quoi. Donc, mais en fait, il y a l'envers du décor aussi. Tout à fait. Donc, en fait, quelles sont finalement les choses où... Bon, alors toi, tu es né dans la caserne, donc quelque part, l'envers du décor, tu le connaissais. Mais si aujourd'hui, tu parles à quelqu'un qui est en dehors de tout ça, en fait, qu'est-ce qui fait que tu lui dirais, franchement, engage-toi, ça en vaut la peine, parce que voilà ce que tu vas y gagner. Il n'y a rien de pécunier, mais par contre, tu vas y gagner des choses en termes de caractère, de façon de voir la vie, etc. Qu'est-ce que tu vas y gagner? Et par contre, voilà les limites, les contraintes, ça, il va falloir que tu t'y adaptes, quoi. Alors... Pour moi, rentrer sapeur-pompier, alors du coup, moi j'ai un management d'essentiellement de pompiers volontaires. Je vais vraiment là parler plus du volontariat que du professionnel, parce que le professionnel, c'est ce que je suis, c'est notre métier. Donc finalement, notre métier, il y a le pécunier derrière. Donc, là, je vais vraiment parler du volontaire qui, lui, pour moi, il y a un petit pécunier, il ne faut pas non plus dire que c'est tout gratuit. Cela dit, ça ne le fera pas vivre. Et par contre, il va vivre de sa passion. Et là, on va revenir à la passion. Moi, j'ai 300 pompiers volontaires. Alors, quand on est chef, on ne fait pas l'unanimité. Mais par contre, moi, j'ai 300 personnes sous mes ordres auxquelles je suis fier. Parce que ce qu'ils font, je ne suis pas sûr que moi, à mon niveau, je le ferai. Donc, ils ont un travail à la semaine qui doit être contraignant pour certains. Ils ont une vie de famille. Et le peu de temps libre qu'ils ont, ils vont me l'accorder quasiment pour moi et les pompiers, quoi. Et je me dis, pour rien en fait. Et je me dis, si ça, c'est pas la plus belle preuve que la passion, elle peut faire dépasser beaucoup de choses. C'est vrai. Et je pense qu'en fait, c'est ça, moi, qui tient mes gars, c'est vraiment la passion. Et d'ailleurs, c'est là où on voit les différences d'engagement des gens qui vont avoir 20 à 30 ans d'engagement et ceux qui vont arrêter au bout de 2-3 ans. C'est qu'ils ne s'y sont pas retrouvés. Et puis, ils ne sont pas passionnés, quoi. D'accord. Donc, moi, c'est vraiment à ce niveau-là. Après, le conseil à donner, j'ai pas de conseil à donner, mais en fait, pour moi, on est une super école de vie, quoi. J'ai toujours un exemple en tête, moi, c'est une intervention à Grenoble, où c'était la première vraie grosse intervention que je fais en tant que commandant des opérations de secours. Et là, c'était un feu d'une maison. Une dame qui sort, elle nous dit, il n'y a personne, il n'y a plus personne dans la maison. Et puis genre au bout de 5 minutes, elle vient me voir, elle me dit en fait j'ai oublié, je loge un étudiant sous les combles. Et là je vois l'état des combles, je me dis... Et je dis c'est fini pour l'étudiant. Et on a réussi à le sortir des fumées, le sauver ce jeune là. Et en fait j'ai le souvenir le soir, je suis rentré de la caserne à chez moi à pied. Il y avait 4-5 km, il pleuvait. Mais j'avais besoin de le faire à pied. Et pendant 4-5 km me dire mais ton métier c'est quand même le plus beau, quoi. Tu rentres chez toi ce soir, tu dis t'as sauvé une vie. Et il y en a combien les métiers comme ça? Et en fait je pense que ça aussi, même pour les volontaires, c'est quelque chose d'important. D'autant plus dans l'ancrage du village, ils sont pompiers volontaires dans des petits villages, ils se connaissent tous. Donc quand ils portent secours, souvent ils connaissent la personne. Donc, cette étincelle-là à se dire je porte secours, je rends service à mon voisin, peut-être à ma famille, à mon ami ou à un copain d'un ami. Enfin, voilà. Et je pense que tout ça fait que on arrive à avoir des gens qui sont, alors pardonne-moi l'expression, mais qui sont flexibles finalement. Et auxquels on arrive à faire de grandes choses, quoi, avec peu de moyens. Donc c'est vraiment, tu as raison, la passion, le fait que en fait, la valeur de ce qu'on fait, elle est dans ce qu'on y gagne, quand on sauve des vies. Et ça, c'est extraordinaire. J'imagine bien que c'est ce qui t'enrichit, en fait, que tu te dis, mais ma vie, elle vaut quelque chose parce que j'en fais quelque chose de grand, quoi, derrière. Comme tu dis, avec peu de moyens, mais en fait, c'est là toute la reconnaissance que tu en as. Tout à fait. Et donc finalement, je me disais, quand tu me parlais de passion, je me disais, en fait, finalement, parce que ma question, c'était quand même de dire, mais t'as pas de loisir à côté de tout ça, tu fais tes études ou un métier, t'es sapeur-pompier, mais en fait, c'est ton loisir, quoi, quelque part. Alors, mais ce qui va être, alors ça va peut-être choquer ceux qui vont écouter, mais moi, par contre, alors mon boulot me passionne, mais ce n'est pas ma passion. D'accord. Et grosse différence. Et moi, en fait, mes pompiers volontaires, c'est vraiment leur passion, quoi, j'ai l'impression. Eux, vraiment, c'est... on va dire que le sport chez moi, eux, c'est les pompiers. C'est pour ça que je te dis, moi je trouve ça beau, tu vois, j'habite à Balbigny, c'est pas pour autant que j'ai pris un contrat de volontaire le week-end.
Non. Moi, le week-end ou quand j'ai un peu de monde en perso, c'est je coupe les pompiers, quoi. Ah ouais. Et eux, non. Donc je me dis, même des fois, ils n'ont pas d'intervention, ils se retrouvent à la caserne, ils boivent un coup. Enfin, et je pense qu'ils embarquent toute la famille là-dedans, en fait. Ouais. Et une carrière de pompier, on m'a toujours dit que c'était une carrière familiale, et je le pense vraiment. Ouais. Je le pense vraiment. Ça crée une communauté, en fait, finalement, dans tout ça. C'est ça. Ça crée un esprit d'équipe. Alors après, c'est comme toute collectivité, hein. Il y a pas que du rose. Quand il y a collectivité, il y a forcément des tensions de temps en temps. Oui, aussi, bien sûr. Voilà, comme dans une famille, comme dans tout. Faut pas le nier, hein. Tout à fait. Mais ils arrivent toujours à se retrouver autour de leurs valeurs communes, entre guillemets. Et puis, dès qu'on a des gens qui ne seront pas trop dans le sens de la valeur ou dans le sens du partage ou dans le sens de la collectivité, ou qui pourrait être nocif au groupe, et ben, finalement le groupe va le réguler assez facilement. Et puis pour moi, ça sera assez facile à mettre dehors, quoi, parce que le groupe me le demande. Donc, bien sûr. Donc en tant que manager, c'est presque confort. Tout à fait, tu as le soutien de ton équipe, voilà, en fait, ça, à chaque fois. Ouais. Et donc ça, c'est vrai que c'est très très important. Nous, c'est vrai qu'en entreprise, aujourd'hui, on réalise des team building, on fait plein de choses pour qu'il y ait justement une connexion finalement entre tout le monde. Et bon, c'est pas toujours facile, même avec des team building, etc. Mais bon, c'est vrai que comme tu dis, toi, dans ton métier, il y a la passion, en fait. C'est encore autre chose, parce que bon, son travail, même si le travail nous plaît, est-ce que pour autant c'est notre passion ? Pas certaine. Donc c'est vrai que bon, là-dessus, comment agir en entreprise, ça serait peut-être une vraie question à se poser. Le parallèle, il est toujours délicat parce qu'on a vraiment une institution particulière. Nous, on va pas générer, entre guillemets, on va pas générer du travail pour de l'argent. Voilà. On coûte cher, hein, pas se voir la face. Mais bon, c'est un métier qui est indispensable. Si demain on nous enlève, même on dirait un jour férié, on arrête les pompiers juste un jour, mais c'est juste pas possible. Bien sûr. Donc voilà. Après, on est aussi dans une transition de société qui fait qu'on est passé d'une société qui était pour moi très collective, très à l'aide, très dans l'entraide, très dans le partage, à une société qui devient de plus en plus individuelle. Et du coup, nous aussi, on commence à toucher nos limites. Comme je te disais, la moyenne d'engagement baisse. Il y a des gens, je sais, qui viennent pour faire un petit complément de rémunération, ce qui n'est pas forcément c'est pas l'objectif, en fait. C'est pas l'objectif du volontaire. Et il ne faut pas le faire pour ça. Tu vois. Et du coup, on doit se réinventer. Et là, je pense qu'on est vraiment dans une période où recruter du volontaire est de plus en plus difficile. Pérenniser est de plus en plus difficile. Et c'est là où, du coup, on est passé aussi d'un management qui était à l'époque très directif, très directif, c'est le terme. Un management qui se transforme plus sur un peu de bienveillance, quoi, qu'on n'avait peut-être pas trop avant. Cela dit, de la bienveillance avec des règles, quoi. Et finalement, faire une règle, c'est aussi être bienveillant. Tout à fait. Il y a des règles, c'est pour protéger les gens aussi. Exactement, et c'est ce qu'on oublie aujourd'hui, ce qui s'efface. On a l'impression que quand il y a des règles, ça vient en fait, on est plus libre. C'est ça. Et alors qu'en réalité, au contraire, ça permet de protéger la vie de communautaire, en fait, finalement, dans une équipe. Et c'est vrai que c'était mon autre question, parce qu'on est bien d'accord que tu es quand même encore aujourd'hui sur un management qui reste directif, parce qu'il y a le travail dans l'urgence. Obligatoire. Et c'est un métier très exigeant, avec beaucoup de règles de sécurité, voilà. Et donc, ma question, c'était vraiment ça. Tu es devenu capitaine à un moment donné, tu as commencé à manager en tout cas des équipes. Je suppose que, comme tu le disais, il y a quand même beaucoup de remises en question. Qu'est-ce que toi, à ce jour, tu sais que tu as gardé ? Est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles tu as dû lâcher ? Oui. Alors, nous, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on a on a de l'opérationnel et du fonctionnel. L'opérationnel, ça va vraiment être du commandement. Et du commandement, alors on ne va pas parler de management chez nous dans ce cas-là, ça sera sur intervention, c'est vraiment du commandement. C'est-à-dire, je vais donner un ordre, il n'y aura pas de s'il te plaît, il n'y aura pas de bonjour. C'est un ordre et il n'y aura pas le choix. Donc, pour des gens extérieurs, ils vont se dire, comme il lui parle, mais ça fait partie de notre culture et de nos procédures. Et puis, quand on va sauver une vie, j'ai pas le temps d'argumenter. L'ordre, c'est ça, et puis point. Et on a la partie fonctionnelle dans la caserne où là, fort heureusement, on ne fait pas que du directif. Il y a des règles. Je prends l'exemple de la barbe. C'est une peau nue. Quand tu viens à la caserne, tu es disponible, tu es rasé. Point. Si tu n'es pas rasé, c'est un ordre et puis tu le fais. Et là, je ne vais pas y mettre les formes parce que c'est une règle qui est connue depuis des années. Donc ça va vite me Est-ce que tu peux expliquer juste peut-être rapidement pour ceux qui n'ont pas conscience de c'est quoi le problème en fait pour la barbe ? Le problème, c'est justement c'est la toxicité des fumées en fait, qui sont cancérigènes. Et l'appareil respiratoire isolant n'est pas totalement étanche sur une peau qui n'est pas lisse. D'accord. Donc ça risque de rendre le pompier malade en fait, à force. Ça peut développer des cancers.
et puis il y a un risque aussi de dépôt de suie en fait sur la barbe. D'accord. Donc quand il va rentrer chez lui, il va en amener chez lui. Enfin voilà, c'est pas. Ok, c'est aussi pour l'hygiène. Donc voilà. c'est vraiment. Donc voilà, on parlait de règles de bienveillance. Ouais. Mais clairement, alors il y en a qui vont dire ah ouais, c'est une privatisation des libertés, parce qu'on est dans une société où dès qu'on dit quelque chose, on prive les libertés, mais non. C'est une règle de bienveillance. En fait, si le directeur a pris cette règle-là, cette décision-là, c'est pour ton bien. Ouais. Donc nous, à l'expliquer, moi ça a été compliqué pendant 5-6 mois. J'étais dans un milieu rural où ils ne rasaient pas. Et ils ont toujours fait ça. Et moi, j'arrive du haut de mes 35 ans et leur dire ah, maintenant tu te rases et c'est comme ça. Et tous les jours, je veux que tu sois rasé. Quoi. Donc il y a eu quelques confrontations, quelques sanctions qui sont tombées, mais on y est arrivé. Et c'est pas parce que j'ai mis des sanctions que les mecs ne sont plus pompiers volontaires. Bien au contraire, ils le sont encore. Ouais, donc, d'accord. Voilà, après, ça fonctionne. Ouais, ça fonctionne. Ça fonctionne. Ça fonctionne parce que comme tu le disais aussi, il y a déjà un cadre, il y a déjà une communauté qui est là et qui suit les règles en fait. C'est ça. Donc finalement, quand il y a quelqu'un qui arrive et qui se montre un peu rebelle sur certaines choses, comme tu le disais, bon, toi tu vas sanctionner, mais il y a aussi le groupe qui va être une force en fait pour remettre la personne dans les rails. Tout à fait. Et puis ce qui est important aussi quand on prend des responsabilités, c'est pareil, la société fait que avant on était chef de petites équipes et maintenant les contraintes financières publiques, privées, on a tendance à faire grossir les équipes et à mettre moins de managers pour faire les économies, mais du coup on a plus de monde sur notre responsabilité. D'accord. Et moi j'ai toujours pensé qu'être un bon manager c'est connaître tous ces hommes. Il y a 300 personnes à connaître. Ça fait beaucoup. Même si je mets un nom et un visage sur tous mes agents, j'ai la lucidité et l'honnêteté de dire que je ne suis pas sûr de connaître les 300 professions de mes gars, quoi. Les femmes et hommes. Donc moi, ça me gêne un peu des fois, mais malheureusement, je ne peux pas et c'est comme ça. Cela dit, j'ai un gros lien territorial qui est que dans chaque unité que je commande, j'ai un chef de centre et un adjoint qui sont eux clairement mon lien tout à fait, c'est et leur qui rôle. me facilitent le boulot. Eux, ils ont une grosse capacité à réguler aussi le groupe dans leur caserne. Et si moi le problème me remonte, ça veut dire que c'est quelque chose quand même qui fait un peu de bruit et qui prend de l'ampleur. Donc là, après, je prends mes responsabilités pour sanctionner ou non, mais j'ai quand même cet appui-là aussi qui est important, vraiment, et qui finalement me facilite un peu ma position et ma posture. Bien sûr. Mais tous les postes ne l'ont pas, et c'est aussi une particularité qu'on a chez nous, je pense, finalement d'avoir entre guillemets un chef, un adjoint, encore des sous-chefs, une pyramide assez claire, quoi. Je pense que c'est important. C'est vrai que je te rejoins sur le fait que en fait, le manager, il a besoin de énormément communiquer en fait, avec son équipe. Et c'est vrai que c'est souvent, on l'entend beaucoup, les burn-out, les responsables qui partent en burn-out, parce qu'en fait, finalement, on leur demande autant de produire que leur équipe. C'est ça. Sauf qu'il y a un moment donné, manager, c'est beaucoup de temps avec son équipe et à communiquer avec elle. Donc, effectivement, moins on mettra de responsables, plus ça sera difficile. Toi, après, comme tu dis, c'est pas ton rôle non plus de connaître les 300 personnes. Tu as des sous-chefs, des chefs de centre, c'est des chefs de centre, qui eux par contre je suppose font le travail de pouvoir créer du lien avec chaque personne qu'ils managent finalement, et puis ensuite ils te remontent à toi ce que tu as besoin de savoir pour prendre les décisions. Mais je trouve ça chouette en tout cas de ta part de te dire malgré tout j'ai un métier qui est humain en fait. C'est ça qu'il ne faut pas qu'on gomme aujourd'hui. Et puis voilà, on retient toujours de ses erreurs, tu vois, ça c'est important parce qu'il n'y a pas de chef parfait, il n'y a pas d'agent parfait, il n'y a pas de chef parfait, il n'y a pas de femme ou homme parfaite. Quand j'ai pris ce poste-là, au début j'y suis allé quand même très directif au début, et j'avoue que ça a été compliqué pendant une année. Compliqué, ça grattait un peu la tête le soir, parce que je comprenais pas en fait, j'avais pas l'impression moi d'être exigeant, et pourtant j'ai l'impression que si du coup, et parce que je pense que j'avais pas perçu toutes les qualités et les distinctions que fait le monde du volontariat, quoi. Sur la passion, moi je suis pro en fait, c'est mon salaire, donc moi bête, discipliné, robotique. Et eux non, c'est en fait, il a fallu vraiment que je comprenne que c'est du temps qu'ils donnent en plus, donc à un moment tu peux pas non plus, je peux pas tout leur demander, quoi. Et là maintenant, ça m'a mis 1 an à bien comprendre. Là on est au bout de 2 ans et demi, 3 ans, je pense que là j'ai bien compris, je pense que ça se passe très bien. Avec mes chefs de centre, je pense que autant ça peut être conflictuel au début parce que des nouvelles méthodes, nouveaux chefs, on n'est pas tous pareils. Mais là maintenant, on arrive à un fonctionnement que je trouve moi rigoureux, strict et rigoureux, mais bienveillant, tu vois, et j'en suis content.
Super, j'en suis content. Tu as trouvé un équilibre. Ouais. Et comme tu le disais aussi, c'est parce que tu t'es beaucoup remis en question. Tu as beau être capitaine, tu t'es pas pris pour le boss. Ah non. Peut-être petite erreur au début, tu vois. Mais j'ai été aussi assisté par quelques chefs de centre que j'ai en tête auxquels on a échangé, qui ont plus de bouteilles que moi et qui m'ont dit nous on est volontaire, tu peux pas tout. Et du coup, remise en question. Et pour moi, ça fait partie d'une des vertus et des qualités d'un bon chef, c'est savoir se remettre en question et s'adapter, même si des fois il y a des choses. Je le dis, aujourd'hui, je prends des fois des décisions auxquelles je suis pas content. Ça m'embête, mais je le fais pour le bien collectif, quoi. Oui, tout à fait. C'est un métier aussi. Tu peux pas faire tout ce que toi, Alexis, tu as envie de faire. Non. Mais à un moment donné, il faut arriver à trouver en fait la décision la plus adaptée entre les besoins de la caserne, l'équipe qui est en place. Et peut-être que c'est ça le petit conseil à peut-être donner dans le privé, c'est que souvent, moi j'ai connu beaucoup de chefs qui étaient très égocentriques, à jamais se remettre en question. J'ai connu dans mon boulot avant que je faisais beaucoup de déplacements, des semaines où je revenais, c'était compliqué parce que je partais tout le temps. Et une semaine particulièrement compliquée, je dis à mon manager, il y avait 3 mecs en repos, il n'y en a pas un qui peut partir à ma place, et il n'a rien voulu savoir, quoi. Et tu vois, sur cette humanité-là, et je pense que là, il y a beaucoup à apprendre. Et chez nous, on l'a totalement, quoi. Moi, quelqu'un qui me dira, ce week-end, je sais pas, j'ai ma famille, je ne serai pas disponible, et écoute, trouve un remplaçant, il n'y a pas de souci. Voilà, il y a toujours des solutions. Tant que mon ambulance, elle part pour sauver quelqu'un qui est 3 personnes de dispo, moi ça me va. Je m'en fous que ça soit Pierre, Paul ou Jacques, quoi. Oui. Donc voilà. Quelque part, on responsabilise la personne parce que il faut quand même que le service tourne, mais en même temps, on lui laisse l'opportunité de elle-même trouver la solution. Et moi, pour moi, ça c'est le nerf de la guerre, quoi. Mais je pense que c'est le conseil que je donnerais. Et puis l'autre chose, je pense, c'est que nous, on a aussi l'avantage dans ma profession, le sport a une grosse partie prenante. Alors moi, en plus, c'est quelque chose qui me passionne. Je fais pas mal d'ultra-trail, donc ça me prend pas mal de temps aussi à côté. Mais j'arrive à pouvoir faire aussi un peu de sport dans mon quotidien professionnel. Pour faire un ultra-trail. Oui, mais je peux pas faire 5 heures de course à pied sur mon temps de travail. Mais je peux aller courir 1 heure sur mon temps de travail, il n'y a pas de souci. Et ça aussi, c'est quelque chose qui est très apprécié, très appréciable et qui t'évite, je pense aussi, tout ce qui peut être type burn-out du manager, quoi. Parce que du coup, quand je sens, des fois, quand ça bouille, tu peux aller décompresser, en fait. Je prends les baskets, le short, le t-shirt, et puis on va courir, quoi. Et on revient, on est détendu, on a un peu réfléchi aussi. Et puis du coup, ça nous a peut-être éclairé deux, trois choses qu'on voyait pas avant, quoi. Oui, tout à fait. Donc, c'est important d'avoir effectivement cette humilité de se remettre en question et d'écouter les conseils aussi. Tu as des mentors, tu as des personnes plus expérimentées. Aujourd'hui, en plus, il y a beaucoup de consultants aussi qui existent, de coachs, de plein de choses. Donc, je pense qu'on peut toujours discuter et voir un peu différemment. Comme tu disais, tu as ton point de vue, tu as ta façon de voir les choses. Toi, tu étais professionnel, mais les autres ne le sont pas. Donc, c'est un autre point de vue et tu as réussi à te glisser dans leur peau. Finalement, à un moment donné, c'est ce qui fait que tu as pu t'adapter. En restant exigeant, parce qu'il y a des choses où tu ne lâcheras pas, évidemment. Et en même temps, ce sur quoi tu peux t'arrondir, tu l'as fait. Oui. Et ça, c'est intéressant. Et puis, le meilleur exemple que j'ai, c'est récemment, on avait parlé il y a 2-3 ans. Quand je suis arrivé, j'étais étonné qu'il n'y ait pas de règlement intérieur dans mes centres. Il y avait un règlement intérieur de l'établissement, mais pas dans les centres. Et je me disais, c'est quand même. Du coup, le manager, le chef de centre, comment il peut sanctionner un gars ou lui dire c'est bien s'il n'y a pas de règle? Et au début, quand j'ai dit ça, tu veux tout fliquer et tout. Et là, on est 3 ans après, j'ai rien relancé et je reçois tous les règlements intérieurs les uns après les autres. Incroyable. Donc je me dis, finalement, ils ont compris, quoi, on y arrive en expliquant. Alors après, par contre, je passe un temps fou à expliquer. Et c'est un peu pénible, mais c'est important. Tous les trimestres, on fait une réunion avec tous mes chefs de centre et les adjoints de centre. Pour leur expliquer les règles que le patron il a décidé, qu'il va falloir appliquer, les changements, les évolutions. C'est un vendredi soir, on fait cet échange-là, on partage un repas ensemble après et en fait ça marche super bien. Ça marche super bien. Je vois dans mon équipe, avec mon adjoint, mon assistante et puis l'autre officier qui est sous ma responsabilité. Pareil, alors là ces derniers temps c'est un peu plus compliqué, mais j'essaie de faire des points hebdomadaires, une petite demi-heure. Dans le bureau, autour d'un café, on en est où, ça s'est fait, ça s'est pas fait, ça on priorise, ça on attend. Et voilà, la communication, c'est le nerf de la guerre. Et je pense qu'un manager dans le privé, s'il sert du vecteur communicatif, un petit peu de bienveillance, tout en gardant son état d'esprit, sa rigidité quand il le faut, moi je pense que l'équipe, elle peut adhérer.
Elle doit adhérer même. Tout à fait. Et après c'est plus l'intérêt du travail qui fera que quelqu'un partira ou pas. Oui. Parce qu'au bout d'un moment, peut-être quelqu'un en a marre de faire 5 ans la même chose. Tout à fait. Même s'il se sent mal dans l'entreprise. Mais je pense qu'une entreprise peut même garder des gens qui en auraient marre de leur travail sous prétexte de bon management. Ça, c'est intéressant. Tu as raison. Et je pense que ça a creusé, ça a réfléchi. Et peut-être que le fait que de plus en plus de managers soient jeunes, ça ouvrira aussi peut-être d'autres chakras que les anciens qui étaient très... Je pense qu'il y a un juste milieu entre le trop et le pas assez. Quoi. Oui, parce qu'effectivement, en fait, la société a évolué très, très, très rapidement. Même moi, des fois, quand je discute avec des personnes de mon âge, de ton âge, on a une trentaine d'années, quoi. On regarde ceux qui ont une vingtaine et on se dit, mais ils sont tellement différents de nous, et pourtant on n'a que 10 ans d'écart, et finalement, nous, on a l'impression d'être les anciens. C'est ça, c'est ça. Un peu rabat-joie, tu vois. Et en fait, c'est là qu'on se rend compte qu'en seulement 10 ans, il y a eu une telle évolution. Donc en fait, tout évolue très vite. Donc effectivement, comme tu dis, nous, nos anciens, eh ben, finalement, avec les jeunes d'aujourd'hui, c'est encore l'écart est encore bien plus grand. Je pense que la cohabitation serait impossible. Après, nous, je pense qu'on est entre deux générations. Et du coup, on arrive à avoir un peu de souplesse. Mais il y a des choses que... le téléphone portable en intervention, j'ai beau le dire à chaque fois que c'est interdit. Je vois encore des fois sur les réseaux sociaux des gens se mettre en photo de pompier, quoi. Donc, oui. Mais c'est la jeunesse. On pourra, Et puis je peux pas le contrôler, ça. Si, quand je vais le voir, je vais lui dire tu m'enlèves ça, mais je vais pas m'abonner à tous les réseaux sociaux de tous mes agents, quoi. Ouais, tout à fait. Ouais. Après, bon, ça devient un peu autre chose. Là, c'est pas ton domaine. Non, puis ça devient après du flicage, quoi. Ouais, c'est ce que je veux pas, quoi. Du contrôle, tout ça, etc. Ouais, tout à fait, je comprends. Et c'est vrai qu'ils n'ont pas cette barrière entre la maison, le travail, la confidentialité, etc. Et quelque part, comme tu dis, il va falloir peut-être aussi qu'on évolue avec. Parce qu'à la fois, on met des téléphones et des tablettes dans les mains de nos enfants assez jeunes. Donc eux, après leur dire, en fait, tu peux pas l'avoir tout le temps avec toi. J'ai grandi avec. Bien sûr. Donc en plus, maintenant, il y a l'intelligence artificielle qui propose... c'est un outil qui nous facilite beaucoup la vie quand même. Tout à fait. Donc on va de plus en plus aussi vivre avec nos nouvelles technologies. Donc tout ça, va falloir aussi avoir une évolution c'est ça. À ce sujet. Ouais. Mais voilà, après, je pense que les jeunes générations, c'est encore un autre combat. Moi, j'en ai encore pas trop sous mon commandement, parce qu'ils sont jeunes, ils ont 14-15 ans. Mais dans 2-3 ans, c'est quelque chose qui m'interroge, qui m'interpelle. Pas qui m'inquiète, parce qu'on y arrivera, mais ça va être compliqué là où, si je prends l'exemple d'un management directif mais bienveillant, pareil, j'étais à Grenoble, tous les jours à la garde, quand tu prends ta garde, tu as une manœuvre qu'on appelle, c'est un exercice quoi, pour s'entraîner, quoi, parce que si on fait pas de feu pendant 3 mois, il faudrait qu'on en fasse un peu de temps en temps. Ouais, faut pas perdre. Donc on fait une manœuvre, je me souviens, avec les interventions, c'était 11h15, et puis les pompiers professionnels, le midi 14h, c'est leur temps de repas, leur sieste, si ça décale pas, c'est bien le moment privilégié, donc faut pas le toucher ce moment-là, même quand t'es chef. C'est précieux. Okay. Et là on fait cette manœuvre à 11h15, et il me la bâcle complet, mais complètement, une catastrophe. Et arrive midi moins 5, je fais le débrief. Et à l'époque, j'avais 30 ans. Je leur dis, il y a les mecs de 50 ans quand même, je leur dis, vous irez pas manger les gars, on va refaire la manœuvre, et puis vous mangerez à 1h, et puis il n'y aura pas de sieste, tant pis. Et là, là ça rentre frontal, quoi. Et je leur laisse pas le choix. Ils refont la manœuvre. D'accord, ils le font quand même, ok. Nickel, ça passe super bien. D'accord. 1h, ils vont manger. Et là, je me suis dit, quand même, je vais mettre un peu de ma part. Je suis allé à la pâtisserie en bas de la caserne, j'ai acheté les petits gâteaux pour le café et j'aurais payé les gâteaux. Et voilà, donc c'est des techniques managériales, peut-être c'est rien. Mais en fait, moi, ça m'a acheté toute ma crédibilité, ce que j'ai relâché. Ils ont refait l'exercice. Et d'un côté, je leur ai donné un peu de bienveillance. Du coup, eux, ils se disent, finalement, le chef, il est cool, quoi. Ouais, d'accord. Tout le monde est satisfait. Et tout le monde s'est adhéré. Et, c'est ça. Alors, il ne faut pas les récompenser à chaque fois, sinon, plus l'intérêt. Mais voilà, de temps en temps, savoir aussi... dire que c'est bien, quoi. Oui, même si ça nous a... Pourtant, ça avait bien soufflé quand même pendant 20 minutes, mais... Alors, c'est ce que j'allais te demander. Alors, je ne sais pas si tu peux donner des détails là-dessus, mais justement, parce que moi, c'est vrai que beaucoup... alors, moi, on appelle ça un peu le courage managérial, tu vois. Il y a un moment donné où il faut que tu t'imposes et peu importe ce que tu peux en perdre, parce que tu peux perdre des personnes au final. Donc toi, à ce moment-là, tu te dis pas, ça se trouve, ils vont tous me dire, tu sais quoi, salut. Si, je me le suis dit, mais je me suis dit que je lâcherais pas. Et de toute façon, ils ne pourront pas, parce que nous, chez les fonctionnaires, il y a un truc qui est très carré, c'est écrit dans la loi de 83 des droits et des obligations des fonctionnaires.
L'obéissance hiérarchique, c'est un devoir. Donc, s'il ne m'obéit pas, c'est sanction. Donc, d'accord. Sanction, après, ça va toucher le pécunier, donc ça ne lui va pas. Ouais, donc, quelque part, j'aurai le dernier mot, mais si je peux éviter de mettre ça sous la table, donc, oui, bien sûr. Et ça a marché. Mais j'ai un autre exemple aussi qui est... celui-là, je pense qu'il peut paraître hallucinant pour du privé, parce que c'est quelque chose qui ne devrait pas se faire. Il y avait un gros climat social très tendu entre les officiers et les hommes du rang et sous-officiers en Isère. Et une nuit, en fait, pendant 2-3 jours, ils s'amusaient à taguer les camions au blanc d'Espagne. D'accord. Avec des choses officiers, enculés, des choses, je t'en parle même pas. Wow. Et moi, ça se passait bien avec mes gars. Et je prends une garde une nuit, je leur dis, je sais ce que vous faites depuis 3 jours. Moi, je vous demande, moi, je vous ai rien fait. Donc, je veux pas de tag cette nuit et pas de problème. Pas de souci, chef, machin. On fait la soirée, ça se passe bien. Je vais me coucher. Et à 1h30 du matin, mon bip sonne, je pars en intervention. Et là, en partant, je vois les portails des remises des camions. Tout tagué. Bon, je pars en intervention, ça bouillait là-dedans. Et là, je fais mon intervention, je rentre à 3h du matin. Donc les mecs dormaient. Et là, je me suis pas défilé. J'ai fait alerte générale, je les ai tous réveillés. Wow. Ils sont descendus de leur lit en bas. Bon, là, je t'avoue que je tremblais j'ai dit, je vais me faire tuer. Ils vont me pourrir. Et les mecs se sont levés, ça râlait, pourquoi vous nous réveillez? Je dis, stop, c'est moi qui parle là. Je vous laisse 3 minutes pour tout effacer. Je redescends, je veux que ce soit propre. Et on va se coucher. Je suis remonté dans ma chambre, je suis allé me doucher, je redescends, c'était tout nettoyé. Wow. Et le lendemain matin, je pars, ils me disent, vous buvez le café? Non, je suis parti chez moi pour leur montrer que je n'étais pas content, parce qu'ils m'avaient trahi, quoi. Et toute la journée, j'ai eu des SMS, on est désolé, on voulait pas le faire. Et voilà. Mais comme quoi, on peut tenir sa posture, et même à l'arrivée, en expliquant et en faisant comprendre aux autres qu'ils ont dépassé les bornes, c'est presque eux qui vont du coup culpabiliser à la fin. Incroyable. Et là, rapport de force gagné, quoi. Ouais, complètement. Et c'est intéressant vraiment ce que tu dis, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, si on parle d'obéissance, de soumission, d'autorité, c'est alerte rouge. Moi, ça m'est déjà arrivé aussi de devoir parler, de dire, mais en fait, c'est moi ici l'autorité, donc il va falloir vous y soumettre. C'était le feu aussi dans le groupe. Et en fait, on se dit, mais attends, mais c'est incroyable, c'est quoi le problème avec ces termes? Parce que comme on le disait, l'autorité, en fait, c'est pour mettre en sécurité, c'est pour faire pour faire en sorte que les choses fonctionnent bien, donc c'est pour le bien de tout le monde, en fait. Et le problème, c'est que aujourd'hui, on est confus dans qu'est-ce que l'autorité, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui l'emploient mal aussi. Oui. Donc malheureusement, on met tout le monde dans le même panier. Donc toi, de toute évidence, les personnes, en fait, te voyaient quand même comme un modèle, un référent, quelqu'un qui, en fait, ils ont senti qu'ils ont trahi à un moment donné. Donc c'est ce qui a fait qu'ils sont venus te demander pardon. Donc finalement, qu'est-ce qui, toi, dans ton caractère, alors tu l'as dit, tu sais récompenser, mais qu'est-ce qui fait, tu penses, que finalement ces personnes t'apprécient au point de dire qu'à un moment donné, elles sont capables en fait d'obéir, même si toi tu sors de tes gonds, de se plier quoi, et même de te demander pardon? Je pense qu'à Grenoble, pour le coup, moi c'est vraiment, j'en parle souvent de ma carrière à Grenoble parce que c'est là où pour moi j'ai tout appris et j'ai ultra grandi. Et j'étais avec des gars qui étaient, quand je suis arrivé à Grenoble, c'était la caserne qui faisait peur à tout le monde. C'était des casques à pointe. Et finalement, moi, j'ai adoré. J'en ai encore des contacts avec les mecs. Quand je suis parti, ils étaient tristes. Et en fait, je pense qu'il a marché, c'est que du coup, je me suis intéressé aux gars. J'ai essayé parce que souvent, les chefs restent dans le bureau. Et moi, en fait, non. Je descendais en bas quand ils faisaient les exercices, je les faisais avec eux. Quand ils allaient au sport, j'allais au sport avec eux. Et tu vois, essayer aussi de me mettre dans leur quotidien. Et puis, sans dire que je veux être meilleur qu'eux, mais leur montrer que si je les commande sur certains points, c'est que je sais de quoi je parle. Et le problème du manager de maintenant, c'est qu'il sort souvent de l'école. Je le vois dans les boîtes privées, on le fait beaucoup. On prend le petit jeune qui sort de l'école parce qu'il ne va pas nous coûter trop cher, il va prendre un petit salaire, sauf qu'il n'a aucune expérience. Et pour les anciens, ils vont se dire c'est quoi ce petit jeune? Et puis souvent, la mentalité des jeunes, c'est je suis le meilleur, je suis chef, je suis le meilleur. Et loin de là. Moi, je le dis encore, je suis le chef, je suis pas le meilleur de ma compagnie. Et c'est pas une honte de pas être le meilleur. Mais par contre, j'essaye de maîtriser à peu près tous les points auxquels je vais demander des efforts à mes gars. Et ça, c'est l'exemple typique du cirage de bottes. Chez nous, les bottes doivent être propres. Je vais pas demander aux gars de cirer leurs pompes si les miennes sont pleines de boue, quoi.
C'est une belle image, ouais, tout à fait. Voilà. Donc, et moi, j'essaie de m'appliquer cette discipline-là. À Grenoble, en sport, c'était pas trop la course à pied, c'était beaucoup les cordes. Il fallait monter des cordes. Je détestais ça, et ben j'ai appris, j'en ai fait. Le midi, pendant qu'ils allaient faire la sieste, je descendais en bas parce que j'étais nul au début, j'avais honte de les faire avec eux. Ah, ouais. Et j'en faisais, jusqu'à un jour où je me suis dit, bah tiens, je peux en faire avec eux. Et là, ils se sont dit, bah tiens, le chef fait des cordes. Et ben voilà, j'essaye de m'impliquer cette discipline-là, et c'est important, Et alors là, c'est l'exemple du sport, mais ça pourrait être sur plein d'autres choses, quoi. Le fait d'arriver à l'heure, la ponctualité. C'est pareil, indispensable, indispensable. Bien sûr. La ponctualité, le rasage, c'est pareil. Alors moi, j'ai la chance d'être blond, mais je demande à mes gars de se raser, mais moi, je me rase. Même quand j'ai une réunion le soir, si j'ai un tout petit peu qui pique, je me remets un coup, quoi. Faut que je sois nickel, parce que je peux pas demander aux gars de le faire si je suis pas nickel, quoi. Donc finalement, le manager, en fait, lui, doit mettre la barre un peu plus haut, quelque part, parce qu'il est le modèle, quoi, pour les autres. Pour moi, oui. Et ça s'appelle l'exemplarité. Et même si être exemplaire, c'est un grand mot, parce que personne n'est exemplaire sur tout. Et même le plus grand des chefs, il pourra pas me dire qu'il est exemplaire sur tout, ça n'existe pas. Mais en tout cas, il faut faire voir qu'on est exemplaire dans les choses qu'on demande, quoi. Voilà. Ouais. Moi, je sais que j'ai peut-être des failles sur 2-3 points. C'est pas là où je vais être exemplaire, en fait, parce que je sais que ça peut me retomber dessus, finalement. Mais par contre, savoir être exemplaire, moi, sur le sport, sur l'hygiène de vie, sur la posture, la prestance, ça, bah non, désolé. Mais... Finalement, dans tout ça, tout ce que tu démontres, moi, c'est ce que j'appelle la conscience professionnelle. En fait, tu démontres que tu as une conscience professionnelle qui est importante. C'est ça. Et de ce fait, tu donnes cet exemple-là aux autres. C'est que j'ai toujours envie de bien faire et de m'améliorer dans le temps qui m'est imparti, dans la capacité que j'ai. Parce que, comme tu dis, je ne serais pas excellent sur tout et le meilleur sur tout, heureusement. Enfin, on ne serait pas humain. C'est clair, c'est clair. Mais bon, voilà. Mais en tout cas, c'est de dire ma motivation, c'est de vous montrer l'exemple, c'est de bien faire, parce que c'est ce que j'attends aussi de vous. Tout à fait. Et ça, tu vois, c'est vrai que c'est ce que je dis moi aux managers, c'est que je dis en fait, il y a un moment, plus tu montes en grade finalement dans l'entreprise, ou en tout cas là où tu es, plus tu vas être un exemple en fait pour beaucoup. Donc tu peux pas, et comme tu le disais, tu peux pas arriver et gérer une équipe avec ton caractère de base. Non. Il va falloir que tu apprennes beaucoup. Tout à fait. Ouais. Et après, par contre, faut pas trop montrer ses failles, tu vois, et ça, c'est dur. Mais là aussi, c'est important à côté, c'est d'arriver à décharger, ou des fois les moments de doute, à pouvoir les accompagner le soir chez toi, quoi. À le partager, hein, mais tu peux pas trop le montrer devant les autres. Tant bien qu'il faut que tu montres quand même que t'es pas inhumain, mais quand je prends une décision, je peux pas montrer que je doute, quoi. Sinon, comment je vais pouvoir la vendre? Oui, bien sûr. Donc, sois toi-même convaincu. Donc, moi, je me souviens des soirs où j'ai fait des réunions pour me recaler un peu certains. J'avais convoqué tout le groupe, mais j'y allais sur la route, j'étais pas super serein, quoi. Mais le moment de la réunion, les gars me disaient, mais toi, de toute façon, t'es comme ça, et ça... Bah non, en fait. Mais tant mieux si tu l'as vu comme ça. Mais tant mieux. Okay, ouais, c'est sûr. Mais tant mieux. Sûr. Ouais. Je suis d'accord. Ouais. Et à la fois, ce dont je me rends compte, c'est que il n'y a pas grand monde qui est sûr de lui ou d'elle à 100%. Bah non. Il y a toujours une part de doute. C'est du paraître, sinon. Oui, tout à fait. Il y a toujours une part de doute, et c'est là aussi où je veux encourager un peu tout le monde. C'est qu'en fait, on se remet tous en question, on doute tous. Mais il y a un moment donné où en fait, il faut être entouré aussi pour pouvoir discuter des décisions à prendre, etc. Être à l'écoute de comment moi je peux m'améliorer, et à un moment tu prends une décision, tu vas l'assumer, tu vas aller au bout. Et je pense qu'une des clés aussi finalement dans ton management et dans tout ce que tu dis, parce qu'il y a vraiment de l'humilité, c'est aussi de reconnaître que ok, tu sais être directif, tu sais pas lâcher, etc. Mais tu vas aussi toi-même peut-être à un moment donné dire excusez-moi, je me suis trompée là-dessus, quoi. Bien sûr. Et en fait c'est tout ça qui fait qu'on peut adhérer à qui tu es et à ton management, en fait, parce que y a un moment où on sait qu'en fait tu sais quand tu as raison et qu'il faut appliquer, tu sais aussi quand tu t'es trompé. Donc de ce fait, il y a une bonne entente qui est là et une coopération qui s'installe. Ouais. Tout à fait. Et après, pour le dernier petit point, pourquoi on arrive finalement avec peu de moyens pécuniaires et beaucoup de contraintes, je pense qu'aussi, en parlant de régulation du groupe, mais aussi la régulation du local, régulation locale, c'est le terme que je vais employer, au niveau des gars, parce qu'ils se disent que s'ils sont plus disponibles, s'ils arrêtent,
qui va venir secourir leur grand-mère, leur ami, leur voisin, quoi. Et ça les tient, ça aussi. Et ça, il n'y a rien de pire que... Moi, j'ai 2-3 cas où malheureusement, la journée, les gens travaillent, donc j'ai pas trop de disponibilité de volontaires. Et du coup, c'est des camions qui viennent de plus loin, et du coup, il y a eu des décès qu'on aura... Alors, pas qu'on aurait pu éviter, mais en tout cas, on aurait pu intervenir peut-être plus vite, mais parce que du coup, j'avais pas la disponibilité nécessaire. Et là, tout de suite, ça fait du bruit dans le village. Le maire... Donc, cette autorégulation locale, elle est importante aussi et elle me donne un gros vecteur managérial supplémentaire, quoi. Et ça, c'est le risque finalement à long terme. Si la société, comme tu disais, devient de plus en plus individualiste, le risque, c'est qu'il y ait de moins en moins de sapeurs-pompiers aussi, tout à fait. Comme de médecins, comme d'infirmiers. On le voit aussi dans le médical. J'allais faire le parallèle, la désertification médicale. Et pareil. Et nous, on a encore la chance d'avoir un service public. Je pense que... Alors, j'ai beaucoup de respect pour les forces de l'ordre, mais je pense qu'on est le dernier service public où on appuie sur le bouton et je pense qu'en 10 minutes, tu peux avoir 40 pompiers. Je pense que tu es embêté en ville, tu appuies sur le bouton, la gendarmerie, je suis pas sûr qu'ils viennent en 10 minutes avec 40 gendarmes. Ouais, vous êtes très efficace. Et du coup, ce modèle-là, il faut absolument le sécuriser, le préserver parce qu'on parle de service public et du coup d'humanité, quoi. Et si on le perd, ça va être l'américanisation de la société, ça va être la perte de toutes nos valeurs qui font la beauté de notre pays. Et du coup, ça, c'est important. Et c'est pour ça que du coup, on doit s'adapter, nous, également. Je prends, pareil, une grosse adaptation que j'ai faite. Au début, je suis arrivé, pour moi, il y avait un minimum, entre guillemets, de niveau sportif à atteindre pour pouvoir recruter quelqu'un. Maintenant, j'ai quand même un minimum, parce que je ne peux pas recruter non plus quelqu'un qui est essoufflé au bout de 3 minutes. Enfin, c'est juste pas possible. Mais là aussi, je me suis assoupli. Mes minimums d'il y a 3 ans n'étaient plus les minimums que j'ai aujourd'hui, parce que du coup, j'ai moins de monde. Parce que je suis inquiet pour l'avenir. Mais malheureusement, là, pour le coup, c'est ce que je te disais tout à l'heure, je prends des décisions auxquelles je ne suis pas forcément d'accord avec moi-même. J'aime pas ce que je fais là, mais j'ai pas le choix. Est-ce qu'il vaut mieux pas peut-être avoir 3 personnes un peu fortes, alors, peut-être que je les enverrai pas au feu, mais qui peuvent me faire un massage cardiaque et me ramener quelqu'un. Voilà, tu vois, c'est toutes ces petites choses-là qu'il faut réfléchir, quoi. Ouais, ça devient de plus en plus délicat. Et avant, on imposait, il fallait absolument être une semaine entière de garde. Et maintenant, pareil, on réfléchit. Parce que est-ce qu'il vaut mieux pas quelqu'un qui est disponible peut-être que 100 heures dans le mois plutôt qu'imposer 200 heures et qui démissionne. Voilà. Et pourtant, je suis pas d'accord, mais je suis obligé. Mais tu vois, c'est toutes ces petites adaptations-là que de l'autre côté, on voit. On se dit, tiens, le chef, il est pas obtus. Et moi, pourtant, je garde quand même un peu la main parce qu'il y a quand même du cadre. Et du coup, je leur lâche un peu et ils sont contents. Et puis on avance, quoi. Je trouve qu'on avance bien. Et en l'occurrence, même si on perd du monde, j'étais à 276 pompiers quand je suis arrivé. Et là, on est à 293, 14, donc on n'en a pas perdu en fait. Ah bah non, pas du tout. Après, on a recruté beaucoup et on fidélise pas trop, mais bon, ça c'est un autre problème. Mais il y a peut-être des adaptations locales à trouver. Mais au niveau général, moi pour le moment, je ne suis pas trop touché. Même si je suis inquiet parce qu'on a beaucoup d'anciens qui ont des longues carrières. Et quand ils vont partir, là, ça fait une grosse chute d'un coup. Donc, il faut faire une grosse rentrée. Voilà. Il faut anticiper ça, d'accord. Donc, voilà, après, faire un peu de... Voilà, j'ai fait des sensibilisations dans les collèges, chez le collège de Balbini. C'est ça. Voilà, on essaie d'aller... Il faut se montrer, il faut en parler. Ça occuper le terrain. Voilà. Ça aussi, c'est du temps en plus sur mon quotidien, mais qui est essentiel, quoi. En tout cas, moi, c'est vrai que les jeunes, je leur dis beaucoup, parce que bon, je suis aussi formatrice pour des étudiants. Donc, c'est vrai que quand on parle de CV, d'expérience et tout ça, je leur dis, mais vous avez forcément fait des choses qui ont développé des capacités chez vous en dehors de l'école, que ce soit les loisirs, autres. C'est sûr. Et c'est vrai qu'être sapeur-pompier, toi, c'est vrai que ce que tu m'avais dit, et je crois que tu l'as redit aussi aujourd'hui, c'est une école de la vie, quoi, finalement. Donc, bon, je pense que tu es le meilleur vendeur, mais toi, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un, un jeune en tout cas, qui se questionne, voilà, est-ce que ça vaut le coup, est-ce que ça vaut pas le coup, Je dirais, trouve-moi quelque chose dans ta vie que tu fais, entre guillemets, sous contrainte, et qui, le soir, peut te permettre de dire, j'ai sauvé une vie. Ouais. C'est la plus ça belle doit chose. suffire. Et même si c'est qu'une fois dans ta vie, tu en auras sauvé une. Et quel métier, tu peux te dire, j'ai sauvé une vie. Il y a des huissiers de justice qui vont aller frapper chez des gens pour leur piquer leur vie, quoi. Et nous, on a quand même une profession saine. Alors, je dis respect pour les huissiers de justice, s'ils le font, c'est que c'est... Voilà. Mais c'est pas les mêmes enjeux derrière, quoi, ce que je veux dire. Et la fierté personnelle, et puis sur un CV d'un jeune qui serait pompier volontaire dans une entreprise, c'est toujours du plus. Je me dis, l'entrepreneur, il se dit, le gars, il est formé au premier geste, il est pompier volontaire. Biglo, il a envie, quoi. Il a envie, il est droit dans ses bottes. Il a un cadre, il connaît le cadre. Exactement. Et
pour moi, c'est un acteur en plus qui peut permettre peut-être d'être choisi à la place d'un autre, quoi. Et voilà, il y a tout ça. Et puis le partage de valeurs. On a plein de bons moments. Il n'y a pas que des mauvais moments. Et tu viens de citer un terme qui me plaît beaucoup, tu parles d'un cadre. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est là où en fait les frontières, tout devient flou, on ne sait plus trop comment mettre finalement ce cadre. Mais toi, je sais qu'une des premières fois aussi, on avait discuté, tu m'avais dit que finalement, quand tu étais arrivé sur Balbini, c'était ce qui t'avait été demandé, c'était un cadre. Oui, c'est ça. Bah, ils sont demandeurs d'un cadre. Ils vont le critiquer, c'est assez marrant, ils sont un peu schizophrènes. C'est de la schizophrénie quelque part. Ils veulent pas de cadre, mais ils te le réclament inconsciemment. Donc, et puis si tu le fais pas, bah, ton rôle de chef va être remis en question. C'est plus crédible. Je prends l'exemple d'un rassemblement, par exemple une garde professionnelle pour le coup, où j'aurai un gars mal rasé, et pour pas froisser le groupe, je lui dis pas. Mais il y en a peut-être 2-3 qui se rasent tous les matins, qui vont dire mais le chef, il sert à quoi? Tout à fait. Et si je le fais pas, ils vont me demander. Par contre, si je le fais, ils vont me dire oh, le chef, il est chiant. Mais c'est pas grave, je l'ai fait, j'ai maintenu mon cadre. Ouais, c'est ça. Voilà. C'est ça, tout à fait. Voilà. C'est vrai qu'en entreprise, c'est ce qu'on appelle la majorité silencieuse, c'est-à-dire que tu as toujours une minorité qui va pas apprécier certaines choses et voilà, qui va être rebelle, quoi, entre guillemets. Mais si effectivement le manager à ce moment-là n'intervient pas, alors que c'est désagréable pour vous, c'est désagréable de venir et de dire bon maintenant ça suffit, tu fais comme ça et c'est tout. Enfin, ça fait plaisir à personne. Mais à un moment donné, si tu prends pas ton courage à deux mains et que tu le fais pas, bah, cette majorité silencieuse finalement elle va se démobiliser et tu auras tout perdu. Donc il faut vraiment en tout cas tenir là-dessus, même si c'est pas facile, et tenir sur le fait qu'en fait le cadre il est toujours recherché et que c'est quand en fait on est nous-mêmes le modèle en fait de respect de ce cadre qu'on arrive à le transmettre, quoi. C'est ça. Et puis ce qui est bien des fois, c'est que par 2-3 petites techniques, tu vas arriver le cadre à le faire fixer par eux-mêmes, quoi. Ils vont avoir leur cadre et puis moi après il y aura mon cadre au-dessus, mais déjà ils ont leur petit cadre et ils se régulent, le groupe se régule. Franchement, j'ai pas trop de. Super. Et puis on a toujours les caractériels qui veulent faire du bruit, le rassemblement devant tous les copains, voilà. Quand ils sont 20 contre le chef, voilà. C'est facile. Ouais, moi à chaque fois je fais pareil, je l'écoute. Puis à la fin, t'as fini, on va venir échanger dans le bureau tous les deux après. Puis là, c'est plus le même. Là. Tout seul, c'est plus le même. Ouais, la force du groupe toujours. Donc en fait, il vaut mieux prendre la personne à part. C'est ça. Ouais, tout à fait. Ah ouais, jamais aller en confrontation avec le groupe. Sinon, à 20 contre 1, t'es perdu j'aurais pas le dernier mot. Bah, c'est sûr, on part en débat, ça porte pas de fruits au final. Donc vaut mieux isoler. Alors que l'isoler, et puis là, l'isoler, et puis même des fois le recevoir avec ton adjoint à 2 contre 1. Alors là, encore pire. Là, il n'y a plus personne. Ça se dégonfle assez rapidement. C'est ça. Donc ça, en tout cas, c'est intéressant. Effectivement, on ne va pas confronter le groupe, on va peut-être laisser parler. Mais à un moment donné, on va prendre à part quand même l'initiateur, en tout cas la personne qu'on sent que est peut-être le plus... non, et puis même lui vendre ça comme une plus-value pour lui. Moi, des fois, je lui dis, tu as l'air d'avoir beaucoup de choses à me dire, donc je te donne l'opportunité de venir me le dire au bureau. Quoi. Et là, il ne peut pas dire non, pareil. Ouais, bien sûr, je vois. Donc, en fait, très intéressant parce qu'on se rend compte qu'il y a des solutions à des stratégies, en fait. En tout, ça reste de la communication à maîtriser, en fait. Tout à fait. Une maîtrise dans la communication. Maîtrise de la communication, important. Et puis voilà, c'est un vecteur managérial supplémentaire. Ok, merci beaucoup Alexis en tout cas. Merci à toi de ton écoute. Très riche. J'espère que j'ai répondu aux questions. J'espère aussi, sinon tu reviendras. Sinon je reviendrai, c'est pas grave. Merci beaucoup. Merci à toi. C'est chouette, en tout cas je te souhaite une belle carrière encore. Merci, puisse durer au début. Ouais, carrément, et puis on sent que tu es investi, tu es épanoui, donc moi je te souhaite que ça dure. En tout cas, et puis au plaisir d'échanger à nouveau, et merci pour les managers, j'espère qu'ils auront les conseils qui leur seront utiles, mais je crois que le retour d'expérience c'est toujours encourageant. C'est ça, merci à toi, et puis plein de podcasts à venir. Ouais, c'est gentil, merci beaucoup.